C'est une conférence qui bien sûr, sera forcément influencée par notre perception de cette pathologie dans le service et la façon dont on prend en charge ces blessés, et avec évidemment en prenant en considération les dernières publications sur ce thème-là. Alors, il y a un article très récent de Marie-Caroline Nogaro, qui est à la fois française et anglaise, qui a publié ce mois-ci sur l'expérience, ou en tout cas le nombre de cas opérés en Angleterre pour des patients de moins de 20 ans. Et elle s'est aperçue que ce chiffre de patients opérés avait augmenté, multiplié par 29 sur les 20 dernières années, ce qui montre l'augmentation, l'explosion de la prévalence de ces blessures du genou ligamentaire de l'enfant. La majorité étant bien sûr entre 10 et 19 ans. En deçà de 10 ans, bien sûr, il y a des cas, mais c'est quand même plus rare. Alors, ces blessures surviennent à l'occasion de la participation à des sports de pivot, et en particulier de pivot et contact, nous le savons. On a une recrudescence des blessures qui est bien sûr aussi liée à une meilleure connaissance de la pathologie et une meilleure reconnaissance, un meilleur diagnostic par essentiellement l'utilisation et les progrès récents de l'IRM. Alors, c'est un traumatisme sportif à 80% des cas. C'est classiquement un mécanisme qui est indirect, en valgus et rotation externe, ou parfois en hyperextension. Parfois, et même relativement souvent, on n'a pas d'histoire de circonstances traumatiques clairement rapportées. Nombre de ces patients se présentent au stade d'instabilité et non pas en post-traumatique immédiat du premier épisode, ce qui explique la fréquence importante des lésions méniscales secondaires. Alors, les symptômes, bien entendu, c'est classique. La douleur, le gonflement, c'est ce que rapportent les petits patients et leurs familles. Certains, mais pas tous, arrivent à exprimer clairement la sensation de genou qui lâche, le dérobement. C'est beaucoup plus compliqué pour les patients en deçà de 11-12 ans. Parfois, il y a des blocages, en particulier lorsqu'il y a des lésions méniscales associées. Il faut savoir que les lésions méniscales sont très fréquemment dans cette population pédiatrique asymptomatiques. Donc, il faut savoir les rechercher systématiquement à l'examen clinique et aussi, bien sûr, à l'IRM. Et ensuite, lors de l'arthroscopie, on va y revenir. Il faut obtenir, dans le contexte de l'urgence, des radiographies. Ça reste la base de l'imagerie. Il faut des radiographies du genou, de face et de profil avant de procéder à toute évaluation ligamentaire, bien évidemment pour éviter de déplacer une fracture avulsion qui ne le serait pas initialement. En effet, la moitié de ces genoux traumatisés sont le fait de fractures avulsion. Et vous voyez sur cette radiographie à droite, si on regarde d'un seul coup d'œil, on peut passer à côté de cette fracture avulsion du massif des épines tibiales, de cette fracture de second et de cette fracture avulsion du poplité. Alors, vous avez ces vidéos normalement qui vont tourner en boucle. À l'examen clinique, on va rechercher bien sûr un épanchement intra-articulaire, une hémarthrose dans le cadre de l'urgence. On va procéder au test de Lachman qui n'a rien de spécifique par rapport à l'adulte, si ce n'est qu'il doit être systématiquement bilatéral pour prendre en charge, pour prendre en considération plutôt la laxité physiologique des enfants qui est d'autant plus importante que l'enfant est jeune et qu'il s'agit d'une fille. Ensuite, on teste le tiroir antérieur à 90 degrés, c'est classique, et on recherche le ressaut rotatoire qui peut être explosif, comme le montre la vidéo du bas, sous anesthésie générale. Il est à noter que dans le cadre de cette laxité physiologique que j'évoquais à l'instant, on peut avoir chez des petits enfants, c'est-à-dire 8, 9, 10 ans, des ressauts rotatoires explosifs sur des genoux parfaitement sains. D'où l'intérêt vraiment d'examiner les deux genoux. Alors l'IRM, bien sûr, c'est un examen qui est indispensable. On va retrouver les signes classiques de rupture du ligament croisé antérieur. À gauche, une solution de continuité. Les fibres sont interrompues.
un signe qui est très important et pathognomonique, c'est l'œdème osseux en miroir sur le compartiment latéral, et on voit la partie postérieure et latérale du plateau qui est venue impacter la zone médiane du condyle fémoral latéral. Sur ces coupes ici, vous recherchez des lésions méniscales. On voit sur la coupe Corot en T2 qui est à gauche de l'écran. Je ne suis pas sûr qu'on voit mon pointeur, mais pour essayer la technologie, je vous montre ici, si ça marche, je montre ici cette anomalie de signal sur le compartiment latéral ici, et sur la partie droite de l'image, un sagittal en T1 qui montre clairement une anomalie de signal de grade 3 avec une très forte corrélation, vous le savez, avec l'arthroscopie. Il s'agit vraisemblablement d'une lésion méniscale ici. Alors on passe au traitement. Les tunnels osseux, dans le cadre de la reconstruction ligamentaire, ils sont indispensables, bien sûr, pour ancrer la greffe. Ces tunnels sont placés à proximité des cartilages de croissance, dont on sait qu'ils sont très fertiles chez l'enfant, d'autant plus qu'ils sont jeunes. En particulier, le positionnement du tunnel fémoral est critique parce qu'il est très près du footprint du ligament croisé antérieur. Ainsi, on explique qu'il a été reporté des troubles de croissance iatrogènes liés à la chirurgie, et ça explique qu'on a favoriser le traitement orthopédique avec attelle, kiné, dispense de sport, et différer la reconstruction chirurgicale en fin de croissance pour se mettre à l'abri de ces troubles de croissance iatrogènes. Malheureusement, ceci a compromis la reprise sportive dans cette période où les patients sont très actifs, mais aussi a généré d'importantes lésions méniscales secondaires qui elles-mêmes, dans le cadre d'une cascade dégénérative, aboutit aux lésions cartilagineuses puis à l'arthrose fémorotibiale précoce. Alors, quelle est l'histoire naturelle de l'instabilité antérieure du genou chez l'enfant et l'adolescent? Il faut commencer par prendre conscience que tous les enfants sont des sportifs de pivot contact de tous les jours. Dans le cadre de cette étude prospective, vous voyez 23 ruptures du LCA chez des enfants de 11 à 15 ans, traités orthopédiquement, avec un recul quand même qui est intéressant dans le cadre de séries chirurgicales et 4 ans de recul moyen. On voyait une diminution significative des scores fonctionnels, mais aussi et surtout l'apparition de lésions méniscales secondaires. Et vous voyez 43% de signes d'arthrose précoce à la radio. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant. L'histoire naturelle de l'instabilité antérieure, elle est défavorable. Un autre papier plus récent, là aussi de bonne qualité, avec un effectif encore plus important, avait observé des patients, là aussi, on voit un âge qui est relativement jeune, 13 ans et demi d'âge moyen, 11 à 14, dont quasiment la moitié avait été opérée avec un délai supérieur à 3 mois. Il s'est avéré que le temps et la présence de dérobement, c'est-à-dire d'instabilité ressentie, étaient des facteurs de risque pour l'apparition d'une lésion secondaire du ménisque médial. Pour ce qui est des lésions cartilagineuses, seulement le temps était un facteur de risque. Si l'on testait le temps comme une variable continue, à 9 semaines, il n'y avait pas de lésion méniscale secondaire, 9 semaines de délai entre l'accident et la reconstruction chirurgicale. Par contre, à 24 semaines, il y avait une lésion méniscale. Si vous regardez à droite de l'écran, ce graphique traduit cela. Vous avez deux groupes, avant et après le délai de 3 mois. On voit qu'il y a plus de lésions méniscales nécessitant chirurgie, plus de lésions méniscales irréparables et plus d'en dessous. Donc, les conséquences de cela, c'est qu'il faut obtenir avant la chirurgie une IRM de moins de 3 mois, de manière à avoir l'assurance qu'on a bien examiné la présence de lésions méniscales secondaires. Il faut garder en tête que l'IRM a une sensibilité qui est moindre que chez l'adulte
pour les lésions du ménisque latéral et en particulier le segment postérieur. Et enfin, il faudra penser à rechercher toutes ces lésions méniscales lors de l'arthroscopie et aussi, et surtout, j'ai envie de dire, les ramplésions, vous savez, ces fameuses lésions cachées de la jonction ménisco-synoviale postérieure du ménisque médial, en passant l'arthroscope au travers de l'échancrure intercondylienne et en bougeant la lumière froide de manière à observer ce que vous voyez en bas de l'écran, qui est une lésion cachée, une désinsertion ménisco-synoviale postérieure. Donc, ce qui est utile dans cet exercice-là, c'est là où il y a mon pointeur rouge, c'est de placer une simple aiguille creuse de manière à déplisser le repli synovial qui permet parfois de démasquer une lésion que l'on ne peut pas parfaitement mettre en évidence par la simple observation. Vous voyez en haut une classique lésion en anse de saut et ici vous voyez une lésion cartilagineuse sur la partie tibiale du compartiment fémoro-tibial latéral. Alors, j'aime bien cette diapositive parce que maintenant, on va parler de croissance. Il s'agit d'un patient qui avait été opéré dans le service, puisque Philippe Chiron, tout à l'heure, parlait des élèves. Je vais en citer deux. J'étais à cette époque-là externe dans le service, c'était en 98. Mon chef de clinique, c'était Xavier Cassard, et il était aidé par son interne, qui était Charles Bezombe. Donc, on avait opéré ce patient qui était alors âgé de 5 ans, avec, vous voyez, cette vis d'interférence non résorbable, puisqu'elles n'étaient pas encore résorbables à cette époque-là. Et on voit le même patient 12 ans plus tard, et vous voyez l'ascension de la vis sur une distance d'environ 15 cm, avec un patient qui va par ailleurs parfaitement bien et un genou qui a un examen quasiment normal. Donc, cette diapositive permet de marquer les esprits, je pense, sur l'importance de la croissance, et on peut imaginer qu'à ce moment-là, s'il était survenu un trouble de croissance chez ce petit enfant, les conséquences auraient été tout à fait catastrophiques. Donc, il faut vraiment bien garder en tête ces risques sur le cartilage de croissance. Alors, ces risques, ils ont très clairement été démembrés par Kocher de Boston aux États-Unis dès 2002 par une enquête sur les troubles de croissance. Il en avait répertorié 15. 11 valgus fémoraux, vous voyez de loin, c'est ce qui est le plus fréquent, comme représenté sur ce patient ici que l'on doit à Henri Robert, 3 récurvatomes d'origine tibiale et une inégalité de longueur par hypercroissance. Ce qui est important, c'est de réaliser que la majorité des cas étaient liés à une erreur technique, donc il s'agissait bien d'une lésion iatrogène. Ainsi, il avait pu établir certaines règles techniques, pas de vis ou de baguette osseuse à cheval sur le cartilage de croissance, au risque d'engendrer une épiphysiodèse expérimentale, ne pas léser l'apophyse tibiale, sinon on s'expose à un récurvatome tibial, là aussi par épiphysiodèse antérieure. On évite des tunnels trop larges, en particulier supérieurs à 8 mm de diamètre. On prend garde à ne pas léser la virole périchondrale, la zone de Ranvier, notamment lors de la réalisation du tunnel fémoral. Et enfin, il mettait en évidence que les tunnels transphysaires, donc traversant le cartilage de croissance, doivent être toujours remplis d'un matériau inerte, donc classiquement du tendon, quand on utilise des greffes de type DIDT ou tendon quadricipital ou encore fascialata. Donc il y a eu différents travaux expérimentaux sur l'animal, notamment par Romain Seil à Luxembourg, qui a montré que si on fait un tunnel supérieur à 7% de la surface totale du cartilage de croissance, on s'expose à une épiphysiodèse. Mais si ce tunnel est rempli complètement de greffes, comme représenté ici, c'était sur la chèvre, peu importe, on prévient systématiquement l'épiphysiodèse parce que le pont ne peut pas se former dans la mesure où le tunnel est rempli par la greffe. Alors, il y a eu de nombreuses techniques, innombrables sur les 30 dernières années, 30-35 ans, qui diffèrent selon 3 critères. La position
du tunnel par rapport au cartilage, le type de greffe et aussi la méthode de fixation. Donc, Franck Chotel avait très bien répertorié toutes ces techniques-là à l'occasion de sa conférence d'enseignement de la Sofcode, je crois que c'était en 2004 ou 2006. Alors, tout d'abord, la position des tunnels. Vous avez le fémur représenté en haut et le tibial en bas. Le tunnel peut être épiphysaire, c'est-à-dire qu'il épargne complètement le cartilage représenté ici en bleu. Cela nécessite bien entendu une grande maîtrise technique, mais aussi d'utiliser l'amplificateur de brillance en paire opératoire. La technique transphysaire, avec la nécessité d'avoir une fixation à distance, parce que je vous l'ai dit, il est exclu d'utiliser une vis d'interférence dans ce tunnel-là. La technique over the top, qui est une des plus anciennes, donc la greffe, je vous le rappelle, vient cravater le condyle latéral sans tunnel vrai, il n'y a pas de tunnel dans cette situation-là. Et au tibia, là aussi, on peut avoir un positionnement épiphysaire ou alors transphysaire. Il a été décrit aussi une technique over the front, selon le même principe du over the top. La greffe passe sur la tubérosité tibiale et on a une fixation corticale à distance sur la métaphyse. La greffe, on ne peut pas utiliser le ligament patellaire tel qu'on l'utilise chez l'adulte avec le greffon os-tendon-os qu'on appelle vulgairement ou classiquement le Kenneth Jones, parce que si l'on met la baguette osseuse à cheval, on crée une épiphysiodèse. Donc la technique de Tours de l'hôpital Clocheville, décrite par Christian Bonnard, utilise le ligament patellaire, mais sans prendre de baguette osseuse sur la tubérosité tibiale, au risque de blesser celle-ci et de générer une épiphysiodèse. Donc vous avez un greffon qui est représenté ici. On peut utiliser le tendon quadricipital, le fascia latal, le DIDT, qui est maintenant le greffon le plus populaire dans cette population. Les allogreffes, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'elles sont associées à un problème de disponibilité en France et qui plus est, la littérature a clairement montré que cette greffe était inférieure avec un taux de rupture bien supérieur au greffon autologue. Donc, la littérature recommande de les réserver aux reprises. La fixation, maintenant, troisième point de variation des techniques. On peut utiliser une vis d'interférence, on peut utiliser une fixation corticale, des boutons, des agrafes comme représenté ici, une baguette osseuse en press-fit, c'est possible également, notamment par la technique de Brousse de Franck Chotel. La règle, c'est qu'il ne faut pas de baguette osseuse ou de vis transphysaire au risque de s'exposer à une épiphysiodèse. On voit ici un mauvais positionnement de vis d'interférence non résorbable et à droite, un cas d'épiphysiodèse postérieure et latérale qui a généré, vous le voyez, une déformation en valgus. Et aussi, vous voyez, cette verticalisation de la ligne de Blumensaat avec un fleçon du genou. La présence du clou n'y est pour rien. Alors, les troubles de croissance sont répertoriés. J'ai ici mis en lumière deux articles. Le premier est une méta-analyse qui fait état d'une prévalence de près de 2% des troubles de croissance. Il y a plus de cas qui ont été signalés avec des techniques respectant le cartilage de croissance, et ce de manière assez paradoxale. Nous allons y revenir dans une minute. Les tendons DIDT pourraient diminuer les troubles de croissance, mais cela n'était pas démontré clairement. Deuxième papier, il s'agissait là d'une revue systématique de 39 cas, montrant que les techniques respectant le cartilage de croissance étaient utilisées dans 25% des cas rapportés d'inégalité de longueur, et aussi dans 47% des cas de déviation axiale. Donc, là aussi, les techniques intra-épiphysaires étaient un peu montrées du doigt dans la genèse des troubles de croissance. Alors, voici mon explication à cela. Vous voyez un genou pédiatrique de face et de profil. Vous repérez ici les lignes noires correspondant au cartilage de croissance. Donc, on va représenter le forage d'un tunnel épiphysaire qui, pour des raisons d'anatomie et d'isométrie, doit être
à la fois le plus proximal et le plus postérieur possible pour se rapprocher du footprint fémoral du LCA qui, je vous le rappelle, est à proximité immédiate du cartilage de croissance. Donc on peut imaginer que si ce méchage est imprécis et vient ici toucher le cartilage de croissance, il va l'être sur une surface importante puisqu'il s'agit d'un tunnel qui est tangent au cartilage de croissance, mais également il va toucher la partie la plus vulnérable du cartilage de croissance qui est sur le versant épiphysaire. Ainsi, la technique que l'on utilise à l'hôpital des enfants, qui est disponible sur le site VuMedi si vous êtes enregistré. Si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à le faire car c'est très, très utile. Donc, vous voyez un genou de profil qui est le plus parlant. C'est une technique qui est transphysaire, à la fois sur le fémur et sur le tibia, avec une fixation qui est assurée par des boutons réglables, là aussi, sur le fémur comme sur le tibia. On utilise une technique avec un DT4, c'est-à-dire qu'on va préserver le deuxième greffon possible. Et cette technique a pour intérêt également de se mettre à l'abri des troubles de croissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, en remplissant le tunnel fémoral complètement par la greffe et en ne faisant qu'un passage de très faible diamètre pour le fil et une simple logette tibiale qui est intra-épiphysaire. Les avantages, pour développer un peu plus, le tendon unique, il a été démontré qu'il y avait quand même une faiblesse de la flexion active lorsqu'on utilisait les DIDT, donc on peut imaginer que si on épargne le gracile, celle-ci va être moindre. Il y a aussi été suggéré un risque élevé de rupture itérative quand on prend le DIDT. Enfin, on parle très souvent de préservation du stock osseux dans le cadre de la chirurgie de remplacement prothétique, mais je crois qu'il est aussi approprié de s'inquiéter du stock osseux épiphysaire chez ces enfants quand on connaît le risque de rupture et la nécessité de refaire des tunnels osseux plus tard, sans parler du risque fracturaire quand on a des tunnels de diamètre plus important. Donc le fait d'utiliser des petites logettes de 10 mm de profondeur seulement épargne en quelque sorte le stock osseux. Enfin, il s'agit d'une technique qui s'adapte à tous les âges. On l'utilise à partir de l'âge de 6 ans et jusqu'à la majorité ou la maturation squelettique ensuite, quand les patients traversent la voie de tram pour aller voir Étienne Cavaignac. Enfin, on n'a pas besoin d'utiliser d'ampli et je n'ai pas besoin de développer les avantages pour le chirurgien et pour le patient, sans compter les ouvertures de portes, les manipulations incessantes. Alors le résultat ici, pour un garçon, 8 ans, un patient assez jeune, vous avez la radiographie à gauche en post-opératoire, on retrouve les boutons, si vous pouvez les voir, on suppose ici là, les tunnels transphysaires des deux côtés. À 1 an de recul, on voit ici sur le tibia parfaitement bien la strie de Harris correspondant au moment de la chirurgie. On voit déjà qu'1 an plus tard, il y avait près de 1 cm de croissance représentée par cette distance. Dans la mesure où la strie de Harris est parfaitement parallèle au cartilage de croissance, cela veut dire qu'il n'y a eu aucun trouble de croissance, en tout cas de défaut d'axe. À 2 ans, on voit un certain élargissement de la logette, mais qui est décrit pour les greffes tendineuses. Et on voit aussi et surtout qu'il y a une ascension du bouton qui va se prolonger à 3 ans, puis à 4 ans. En fait, le bouton il ne sert plus à rien. On voit même qu'il est détaché de la corticale. La cordelette a été rompue, mais le greffon, lui, il est parfaitement intégré, comme en témoignent ces clichés d'IRM à 2 ans de recul. La vidéo va tourner en boucle, ce qui permet de voir le trajet du greffon et là aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de troubles de croissance, en tout cas pas de pont d'épiphysiodèse visible. C'est l'occasion de faire une pause et de reprendre ma respiration pour passer au cliché en sagittal maintenant. Et enfin en coupe axiale.
On voit l'artefact lié au bouton fémoral ici. Alors, quels sont les résultats de la reconstruction? Peter Fabricant, qui est un ancien fellow de Kocher et qui est maintenant installé à New York, avait fait une revue de la littérature dans le JBJS. Toutes techniques confondues, les résultats de la reconstruction pédiatrique sont excellents, mais il notait que la plupart des séries ont un recul qui est court, en général 2 à 4 ans en moyenne, avec un taux de rupture à près de 10%, donc c'est très élevé et ça fait partie vraiment des singularités de la population pédiatrique. Et il faut savoir que l'immense majorité de ces ruptures ont lieu dans les 12 mois qui suivent la chirurgie. Donc ça laisse à penser qu'il y a eu une reprise prématurée des activités sportives, soit par défaut d'observance, soit par excès d'optimisme des soignants. Deuxième chose, il y a une rupture contralatérale à 8% des cas à 2 ans. Là aussi, c'est important et inquiétant. Et il faut, j'y reviendrai dans un instant, insister sur la prévention secondaire et ne pas négliger le genou contralatéral lorsqu'on a pris en charge un patient. Dans le cadre de ces résultats, la technique transfisaire, qui est la technique que l'on utilise dans le service, serait associée à un moindre taux de reprise, même si à l'échelle internationale aujourd'hui, on a tendance à ne l'utiliser qu'après 13 ans. J'avais fait une enquête auprès de la Société européenne d'orthopédie pédiatrique et auprès de la Société nord-américaine d'orthopédie pédiatrique. Et encore, les techniques épiphysaires sont privilégiées pour les patients les plus jeunes. Vous voyez ici, à droite, un greffon qui a été, on dirait, complètement explosé à 8 mois de la chirurgie par un patient qui avait repris le rugby en dépit des consignes. Alors, on en arrive à un algorithme décisionnel. Celui-ci est tout à fait classique. Il était déjà présent il y a une dizaine d'années, notamment à l'occasion de la conférence de Franck Chotel. Je suis désolé, il est en anglais. Si on a une rupture du LCA sans lésion méniscale, on peut faire un traitement non chirurgical avec une reprise progressive des activités sportives, la kiné. En l'absence de signes d'instabilité, on peut continuer ce même régime et considérer une intervention à maturité squelettique. Dans le cadre d'une lésion méniscale, qu'elle soit primaire ou secondaire lors d'une présentation tardive, on fait une reconstruction avec une technique pédiatrique, réparation méniscale bien sûr, tant qu'elle est possible. De la même manière, si les patients traités orthopédiquement développent des signes d'instabilité, il faut les opérer. Aujourd'hui, vous voyez en gras, notre attitude, c'est d'opérer systématiquement tous les patients qui ont un ressaut rotatoire important, qui ont un BMI élevé. On a fait un papier avec Maroun Rad qui montrait qu'un BMI supérieur à 25 était statistiquement associé à davantage de lésions méniscales secondaires. Et enfin, les patients qui pratiquent des activités sportives de haut niveau, au moins régionales, et surtout de contact. Donc pour tous ces patients-là, on les opère de manière maintenant systématique pour les protéger de l'évolution vers les lésions méniscales secondaires et la dégénérescence qui est inéluctable. Alors la prévention, c'est un élément qui est fondamental, qui est pas mal discuté maintenant dans la littérature. Il y a peu de protocoles pédiatriques. On sait pour autant que la prévention primaire est efficace. On a montré chez des joueuses de football scandinaves qu'il y avait 64% de réduction des ruptures du ligament croisé antérieur lorsqu'on appliquait les programmes de prévention primaire, notamment celui de la FIFA 11+. Enfin, on évoque ici les mesures de prévention
secondaire, la notchplastie, la plastie de l'échancrure, parce qu'on sait que certains patients ont des échancrures étroites, des échancrures en A majuscule, en particulier les filles, mais pas seulement. Donc ces patients-là, moi j'ai tendance à leur faire, lorsque ça paraît justifié, une plastie de l'échancrure. Ça doit représenter environ 15 à 20% de mes patients. Il est important aussi d'apprécier, d'évaluer la stabilité posturale et le contrôle neuromusculaire, là aussi, sans négliger l'examen du côté contralatéral et le travailler parce que ça se travaille. Les retours, les critères de retour au sport sont multifactoriels et c'est très bien représenté par ce petit livre ouvert qui est paru dans une revue de médecine du sport qui montre à gauche la prise en charge un peu traditionnelle, ancienne, qui est basée sur le temps, c'est-à-dire qu'on dit, bon, voilà, tu as été opéré depuis 9 mois, tu peux reprendre le sport, qui est focalisé sur le genou, qui est une erreur. Il faut prendre en considération l'ensemble des chaînes articulaires, musculaires du membre inférieur, ne pas négliger la hanche, les chevilles. On a montré récemment qu'il y avait des phénomènes adaptatifs de la cheville à l'analyse quantifiée de la marche chez les patients avec une instabilité antérieure du genou. Enfin, il faut verser maintenant vers la page de droite avec des critères multiples de décision de reprise au sport, prendre en considération le contrôle neuromusculaire, multisegmentaire, je le répète, multidisciplinaire aussi, puisqu'on implique nos collègues médecins du sport, les kinés bien évidemment, les rééducateurs, de manière à essayer dans l'avenir de réduire les prévalences inquiétantes de rupture et de rupture du côté contralatéral. Donc, on assiste à une augmentation constante des entorses du genou de l'enfant. Quand les opérer, il faut savoir que plus tard, c'est souvent trop tard. La technique transfisaire que nous utilisons, vous l'avez vu, elle est simple, elle est sûre, elle est efficace, elle est relativement simple à enseigner à nos élèves. Et il faut toujours garder en tête, parce que nous ne nous limitons pas à la chirurgie, il faut garder en tête l'importance de la prévention et les critères de retour au sport. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça y est, on te voit. Parfait. Merci pour cette très très belle conférence. J'espère que tout le monde, quelle que soit la distance, a pu l'écouter. Nous allons essayer de faire une discussion. Alors j'ai vu que personne n'avait conversé par écrit, donc on va essayer par oral. Donc si vous voulez converser, vous avez quelque part un petit sigle où il est écrit muet et vous pouvez rebrancher vos micros et même vos caméras. Et normalement, celui qui pose la question sera celui qu'on verra sur l'écran. Donc on va faire une première tentative. Mais pour commencer, je vais poser une petite question. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, c'est-à-dire que si on opère un enfant de 12 ans avec une bonne technique qui ne va pas abîmer le cartilage de croissance, ce genou va ensuite changer de volume fortement avec la croissance. Que devient ce croisé antérieur qui va être étiré? Est-ce qu'il va petit à petit changer de taille et avoir la bonne taille? Et est-ce qu'on peut même espérer qu'un ligament qui serait mal tendu au départ se tende sous l'effet de la croissance? Alors, c'est une excellente question. Je te remercie de l'avoir posée, Philippe. Et en plus, c'est une question avec plusieurs tiroirs. Donc, pour te répondre dans l'ordre, pour ce qui est de la croissance, j'ai coutume de répondre à cette question en employant la comparaison avec la patte-doigt. On sait que la patte-doigt est métaphysaire, donc elle est située au-delà du cartilage de croissance, et pour autant, avec la croissance chez un enfant puis un adolescent, la patte-doigt reste toujours au même niveau, à la même distance de l'interligne, toute proportion gradée. Ça veut dire que par l'effet du périoste, il y a un principe de décollement, recollement de cette patte-doigt sur l'os qui va s'opposer à la migration, comme on l'a vu avec ma vis d'interférence tout à l'heure. Donc en fait, c'est ce que je disais dans la diapositive avec les implants à 4 ans de recul, on voit que la fixation primaire, donc assurée par les implants de fixation, est utile pendant la première année. Et ensuite, sous l'effet de la croissance, il y a la fixation secondaire par les fibres de Charpé qui prend le relais. Et ensuite, ce ligament
est parfaitement, ce tendon, cette greffe est parfaitement ligamentisée, elle est intégrée et il est impossible de faire la différence avec un ligament natif, comme nous l'avions observé pour justement ce patient pour lequel on a eu le premier un recul énorme de 17 ans. Et donc, oui, la greffe, au bout d'un an, est intégrée comme un ligament natif. Pour autant, et cette partie de ta question est fondamentale, elle ne va pas augmenter de calibre, de diamètre, donc il va falloir quand même sélectionner une greffe de diamètre suffisant parce qu'elle ne va pas grandir en diamètre. La dernière partie, oui, c'était sur la tension. Il ne faut pas non plus espérer qu'un greffon qui est mal tendu en péropératoire va se tendre plus tard. Donc là aussi, il faut être vigilant sur un positionnement et surtout une tension parfaite avant de refermer. J'aurais une deuxième question. Pour Étienne Cavaignac, on a entendu que si on n'opérait pas assez vite une rupture de croisée antérieure, c'était suivi d'une lésion méniscale parce qu'il était surmené. Est-ce que c'est vrai chez l'adulte? Est-ce que chez l'adulte, il y a donc des raisons d'opérer assez vite une rupture de croisée antérieure? Ou est-ce qu'il faut attendre de savoir si le patient a une instabilité? Tu peux répondre à cette question, Étienne? Alors, tout d'abord, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci Franck pour le topo. C'était très clair, très bien. C'est la même problématique chez l'adulte. Et je vais faire la continuité avec la pédiatrie, c'est d'autant plus que l'adulte est jeune. On sait qu'au-delà de 6 à 9 mois, le nombre de lésions méniscales, notamment les lésions du segment postérieur du ménisque interne, les lésions de type rampe lésion, ont leur nombre qui augmente de manière très importante, arrivant à 25, 30 ou même des fois 40% des cas si on attend trop. Alors, ça va peut-être à l'encontre de certaines recommandations, mais je partage assez le point de vue de Franck d'être plutôt agressif chez les gens, notamment jeunes, et surtout le premier message d'être agressif sur la reconstruction du LCA, et surtout, comme l'a très bien dit Franck, d'être agressif sur les stabilisateurs secondaires, parce que parfois on ne fait qu'une partie du problème avec le LCA, et si on néglige les autres, c'est dommage. Donc vous avez vu le principe, on peut discuter, on peut même se voir. Donc si vous avez des questions à poser, vous ouvrez le micro. Sinon, je peux l'ouvrir pour tout le monde, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis, moi, je la réalise caméra quand et même, vous posez une question. j'ai dû parler très longtemps, Philippe, parce que je vois qu'il fait nuit à Beyrouth maintenant. Oui. Quelle heure? Il est quelle heure? Salut, merci pour cette belle présentation. Juste quelques petites questions. Est-ce que tu n'as plus de stratification dans l'indication par rapport au groupe d'âge? Donc, tu appliques cette technique, quel que soit l'âge, si le patient a 5 ans, 7 ans, 8 ans ou si c'est un adolescent. Et quand tu as fait ta discussion, tu as bien dit que tu n'utilisais que celle-là. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Et moi, au début de ma courbe d'apprentissage en utilisant le monotendon et avec la technique All Inside, j'avais eu pas mal de flessum post-opératoire et j'avais expliqué ça par le fait, quand on manchonnait le tendon et on le suturait, au début de la courbe d'apprentissage, le bout n'était pas très bien suturé et on avait des cyclopes qui se développaient par la suite. Et des fois, dans ton tunnel fémoral en haut, qui n'est pas petit parce que tu le fores complètement, tu peux trop tirer et mettre une hypertension sur le LCA qui serait responsable d'un flesson post-opératoire. C'est ce que j'ai observé. J'avais fait une vingtaine et j'avais au moins 40% de flessum que je n'avais pas du tout avant. Je ne sais pas si tu as rencontré ça. Honnêtement, c'est toujours, ça paraît toujours extrêmement prétentieux de dire j'ai pas ça. Là, ça fait, on va dire que j'utilise cette technique régulièrement. Ça fait presque 10 ans. On opère presque 100 cas par an. J'ai un patient qui a eu un cyclope. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? J'ai plusieurs explications. J'utilise un viseur de OL, c'est-à-dire pour le tunnel tibial, c'est un viseur qui vient se positionner automatiquement dans l'échancrure avec le genou en extension et s'agissant d'enfants, souvent en hyperextension. Et donc, c'est dans cette position qu'on met la broche, puis qu'on fait le tunnel fémoral. Et donc, de manière automatique, ça évite
en tout cas c'est théoriquement une barrière contre un mauvais positionnement du tunnel tibial trop antérieur en l'espèce qui exposerait au cyclope. Sur la tension du greffon, je répondais tout à l'heure à Philippe, je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait une forte tension parce que ces systèmes de fixation par bouton, on le sait tous, ils perdent lors du cyclage et dans les premières semaines. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait la plus grosse tension importante, la tension la plus importante possible. Et dans mon expérience, ce n'est pas associé à un risque de flessum ni de cyclope. Idéalement, il faudrait avoir déterminé une tension idéale, mais les systèmes actuels ne sont pas dynamométriques. Il y a un risque théorique de troubles de croissance par effet ténodèse, c'est-à-dire par trop grande tension. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Encore une fois, dans la série qui est assez conséquente et maintenant, parce qu'il y en a à peu près 400 opérés avec la même technique, les troubles de croissance que j'ai constatés, c'est des hypercroissances, notamment sur le tibia, comme l'effet Cosen, c'est-à-dire c'est l'hypervascularisation sur la fixation métaphysaire qui génère un boost de la croissance de 1 cm et demi et qui en fin de croissance ensuite se rééquilibre. Donc ça n'a pas été péjoratif. D'accord. Moi, quand j'ai fait des arthroscopies post-op pour voir qu'est-ce qu'il y avait, le cyclope était dû au bout du tendon qui n'était pas bien suturé au reste. Et donc, il y avait le bout qui était effiloché, qui partait, qui faisait une fibreuse. Je comprends. Mais là, dans cette technique-là, on met en place d'abord le greffon dans la logette fémorale, puis ensuite, on fait pénétrer le reste du greffon, la partie tibiale, en transarticulaire et on la met en tension sur le tibia. De ce fait, il est complètement hacké. La technique est un peu subtile, mais dès les premiers cas, ensuite, on est beaucoup plus à l'aise. On a une question, en chat. Là, c'est Arnaud qui nous demande s'il est possible d'être conservateur sur une fissure radiaire chez l'enfant. Alors, il n'est pas possible, il est nécessaire d'être conservateur. Hein. L'adage de Philippe Beaufils, sauver le ménisque, ça s'applique, on ne peut plus à l'enfant. Et donc, toutes les lésions méniscales, quelles qu'elles soient, y compris radiaires, quand on peut, on les répare. Donc, il y a des petits artifices pour suturer les fissures radiaires, que ce soit en fonction de la position de la lésion, et que ce soit en utilisant du fil pour les sutures de dehors en dedans, avec des méniscus Mender par exemple, des relais, ou alors avec des dispositifs tout en dedans pour les segments postérieurs et moyens. Les Versaillais avaient montré des sutures en croix. Oui, il faut être conservateur. Et l'adulte aussi. Oui, je crois que l'évolution s'est faite dans ce sens. Moi, je parle que pour ce que je connais maintenant. Question d'Antoine qui nous dit: quels sont les critères de retour au sport chez l'enfant? Existe-t-il des critères objectifs comme chez l'adulte? Ouais, c'est là aussi une excellente question. Ça pourrait faire l'objet, Antoine, d'une nouvelle conférence, ou voire même d'un symposium tout entier. C'est un sujet brûlant. Il y a énormément à faire parce que on réalise l'importance de la décision de ces critères. Ils sont multiples, je l'ai dit. On les a touchés du doigt à Toulouse à l'occasion d'une étude prospective qui est en cours. On a une cohorte de 50 patients opérés avec la même technique et avec une exploration la plus complète possible, avec l'analyse quantifiée de la marche, je l'ai dit tout à l'heure, une batterie de tests fonctionnels validés, le FMS, le LES, le laximètre bien sûr, et on en est encore au stade de l'évaluation pour essayer d'obtenir les outils qui soient les plus pertinents, en gardant quand même la faisabilité, parce que en France, on ne peut pas se permettre de passer systématiquement une demi-journée pour analyser les critères de retour au sport. Mais
on le touche du doigt. Je pense que l'observation bilatérale, comparative, des appels, des réceptions de sauts, pour répondre quand même à ta question, c'est quelque chose qui est fondamental. Le facteur temps, c'est évident, même s'il ne faut pas se limiter à ça. Il n'est pas question de reprendre le rugby avant 9 à 12 mois, et c'est plutôt 12 mois dans mon expérience que 9 mois, par exemple. C'est très difficile après de t'énumérer tous les critères objectifs. J'en vois qu'il y en a qui ont branché leur micro, leur caméra. Je présume que c'est pour parler. Je vais donner la parole à Vincent Marot. Tu as une question? Ouais, j'ai 2 questions en fait. Oui, Vincent. La première, vous avez partiellement répondu, c'est est-ce que vous êtes inquiet parfois vis-à-vis du calibre du greffon avec les ischio-jambiers? Est-ce que vous avez fait un petit peu une revue de la littérature à ce niveau-là, des solutions Ben, oui, je vais te répondre avec la littérature, mais il y en a peu spécifiquement pédiatrique. C'est plutôt dans la littérature adulte qu'il y a des éléments sur le choix du diamètre du greffon. On sait que un greffon trop petit est associé à un taux de rupture qui est trop important. C'est pareil chez les enfants. J'ai eu tendance au début de mon expérience à accepter des greffons de trop faible calibre. Clairement, un greffon de 6 mm, en sachant que je les compacte sur la table, moi, les greffons de 6 mm en fin de mise en tension et de compactage, je le réserve à des tout petits enfants avec une toute petite échancrure. Donc, c'est au minimum 7 et au maximum 9. Et donc, le diamètre du greffon est proportionnel à l'âge et au BMI du patient. Ça tombe bien parce que le calibre du semi-tendineux, il est corrélé à l'âge avec une limite à 13 ans. À 13 ans, ils sont beaucoup plus grands, et au BMI. Donc ça, c'est un travail qu'avait fait Johan Porté et qui n'est pas encore publié. Je ne vais pas tarder à lui secouer les puces à ce sujet. Nous allons donner la parole à Nabi Joukadar. Oui, bonjour tout le monde. Je vous parle de Montréal. J'espère que vous allez bien. Merci, grand merci, Dr. Akatbled, pour cette présentation. J'ai juste une petite question. Puisqu'on utilise votre technique qu'on a bien appris de 6 à 16 ans, qu'est-ce qu'il reste selon vous comme indication pour utiliser la technique avec le fascialata et en la passant over the top? Tu l'as dit, Nabi. Ce qu'il reste, c'est les cas, mais qui sont exceptionnels, de rupture avant l'âge de 6 ans. Je t'avoue que personnellement, je n'en ai pas rencontré. Mais aussi et surtout les congénitaux, c'est-à-dire les absences congénitales de ligaments croisés antérieurs, quel que soit l'âge. C'est-à-dire, ça nous rend service parce que cette technique-là, elle est plus facile à réaliser pour les tout petits, mais aussi, elle est plus performante que la mienne, que celle que je vous ai présentée aujourd'hui, parce qu'elle va mieux contrôler le ressaut, le pivot shift, qui est très important chez ces patients-là. Et donc là, Étienne a beaucoup travaillé là-dessus. Ça permet, si tu veux, d'avoir l'effet Macintosh, l'effet de retour externe, parce qu'on sait, d'après la littérature, qu'une reconstruction intra-articulaire traditionnelle, comme je l'ai présenté, sera insuffisante pour ces patients congénitaux. Donc, c'est une très bonne technique qui a fait ses preuves. C'est la technique de Mike Lee à Boston. Je citais Kocher, mais ils travaillent ensemble. C'est une technique qu'il faut savoir faire parce qu'elle est fiable. Elle est un petit peu plus invasive, c'est un petit peu plus long, mais peu importe. Mais pour des patients congénitaux, c'est celle-là qu'il faut faire. Nabi, est-ce que tu as eu une bonne image à Montréal? Oui, une image parfaite. Bon, très bien. Maintenant, je vais donner la parole à Lucena Thibault. Oui, bonsoir, merci. Merci pour la présentation. J'ai réfléchi, il ne me semble pas me souvenir avoir vu des reprises quand on était en pédiatrie. Alors, j'aurais voulu savoir quelle technique vous feriez pour une reprise de ligamentaux chez un enfant. Alors, merci. Je te remercie d'avoir réfléchi quand même, Thibault, ça me rassure. Non, plus sérieusement, il y a des reprises, bien sûr. Alors, évidemment, les patients, ils peuvent aller ailleurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans d'autres centres. Ils peuvent aussi
avoir une rupture à un âge où il se présente chez les chirurgiens adultes. Mais je pense quand même qu'on doit en voir beaucoup de ceux qui ont des ruptures, et il y en a, je te le confirme. On doit en faire à peu près 3 ou 4 par an. Lorsqu'ils sont à maturité squelettique, c'est le plus souvent le cas. Si c'est un garçon qui a 14 ans et demi, j'aurais tendance à attendre 6 mois. Comme ça, je lui fais un KJ avec un retour externe systématiquement. Donc, c'est ma préférence pour répondre à ta question. Je fais un KJ classique en utilisant les mêmes tunnels, en les complétant, puisque le tunnel tibial, c'était juste une logette, et je mets dedans un KJ en faisant un retour externe selon la technique du Lemaire modifié par Christelle. Voilà, ça c'est ma technique de prédilection. Après, si je dois intervenir sur un patient plus jeune qui est loin de la maturité squelettique, il n'est pas question de le faire attendre pour les raisons que j'ai évoquées dans ma conférence. Dans ce cas-là, on pourra utiliser les mêmes tunnels, les mêmes logettes s'il s'avère qu'elles étaient bien placées, en utilisant le gracile s'il est de diamètre suffisant, potentiellement augmenté au fascia latent. Tu as une question écrite de Shadi Chikani. En cas de triade ou de pentade externe, est-ce que seule la greffe ligament creusé est suffisante chez le groupe pédiatrique? Non. Si on a une lésion complexe avec rupture des coques, on va adapter les mêmes règles que chez l'adulte. Ça c'est clair, c'est net. On ne peut pas surseoir à une stabilisation complète. Ça ne change rien par rapport à l'âge. Je ne vois pas d'autres questions. Plus personne n'a de questions à poser. C'est le moment. Questions, moi. Ah, allez, vas-y. Franck, qu'est-ce que tu penses des chirurgiens qui proposent, je pense que c'est peut-être la deuxième question de Vincent Marot, qui proposent de prendre les tendons des adultes, des parents? Tu as Pablo Relbel qui fait ça à Barcelone. Et il y a je ne sais plus comment il s'appelle, le mec en Australie qui fait ça aussi. Il s'appelle Tim, je ne sais plus comment. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Je suis content parce que je pense exactement la même chose, mais donc ça, je suis assez content. Deuxième chose, moi, ça m'arrive assez fréquemment de me rendre compte que plus les patients sont jeunes et moins j'ai de remnants, moins j'ai de pieds du ligament. C'est-à-dire que tu vois, là, je dirais avant 20 ans, c'est assez fréquent de ne pas avoir de pied du tout, alors qu'après, on a souvent du pied et souvent on arrive à passer la greffe à l'intérieur du pied du croisé. Est-ce que tu as la même expérience toi, parce que tu as moins de comparaison parce que tu ne fais pas d'adulte? Et est-ce que tu aurais une explication à ça? Il y en a certains qui ont incriminé les caractéristiques du liquide articulaire de l'enfant, qui serait plus acide, ou je ne sais plus, je n'ai pas lu jusqu'à la fin. Oui, il y a des compositions avec des interleukines, des cytokines différentes, c'est juste. J'ai la même expérience. On a assez rarement des moignons de bonne qualité suffisamment longs. C'est juste. Donc j'ai fait la même constatation que toi. Et ça me permet de rebondir quand même sur ce thème-là, sur la réparation, qui est quelque chose qui est d'actualité. Là aussi, il y a plusieurs auteurs, dont le centre à Boston. Il y a aussi en Angleterre, je te l'avais dit, c'est Adrian Wilson, je crois que ça s'appelle, qui en font beaucoup. C'est intéressant. Je pense que c'est une piste. Aujourd'hui, il y a quand même il y a aussi un centre, il y a des Italiens, là, il y a Bigoni qui fait ça. Je le suis de près. C'est passionnant. C'est bien évidemment très tentant parce que là, on fait complètement l'économie du greffon et on évite de faire des tunnels. Les résultats encore montrent qu'il y a quand même beaucoup d'échecs. De l'ordre de 25% de rupture à 2 ans, c'est beaucoup. Alors, j'ai reviewé un papier d'ailleurs KSSTA il y a 15 jours là-dessus.
ils disent que les patients qui vont bien. Enfin, il y a quand même 25% qui ont eu une rupture à 2 ans. Ça pose d'autres problèmes. De la technique chirurgicale, il faut vraiment avoir quelque chose qui permet un système de traction. L'internal brace, oui ou non. Le problème de la sélection des patients, qu'est-ce qu'on dit aux familles? Est-ce qu'on dit je fais ça, mais si ça ne marche pas, je ne le ferai pas? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on sait que si on ne le fait pas dans les premières semaines après la blessure, il y a de fortes chances par rapport à ce que tu disais, que le greffon, que le ligament ne soit pas utilisable, quoi. Mais voilà, ça me permet, si tu veux, de rebondir et quand même de parler de la réparation parce que je n'en ai pas parlé dans ma présentation. Plus de questions du tout? Moi, j'en ai encore 2 pour Franck. 1, qui sont ces jeunes filles qui te regardent dans ton dos depuis que tu fais ta conférence? Alors, merci Philippe, je ne l'ai pas mis exprès pour la... Tu vois, c'est un film qui s'appelle Les Magiciennes. C'est une affiche de film qui est un original avec les jumelles Alice et Hélène Kessler. Vous pourrez faire une petite recherche sur Google si vous voulez, qui étaient des actrices à succès en France dans les années 50. Il faut bien prononcer succès. Et ma deuxième question, est-ce que tu serais d'accord pour que je puisse mettre en ligne cette conférence que j'ai enregistrée pour la transmettre à ceux qui le demanderaient? Bien sûr, Philippe. Bon, avec plaisir. Le film va être mis en ligne sur un site protégé qui est celui de HIP et je pourrai l'envoyer à tous ceux qui m'en feront la demande. Alors, pour faire la demande, il faut le faire sur Internet, otsim, otsim@free.fr. otsim@free.fr. En fait, je vous l'écrirai, mais je ne sais pas si j'ai un moyen de conserver la liste des participants. Ça doit être possible normalement. Et sinon, on se débrouillera. Sinon, tout est récupérable et je pense que la qualité est bonne. Et il y a la discussion aussi qui est à l'intérieur. Moi, j'ai une petite remarque à faire sur cette première vidéoconférence à plus large échelle. D'abord, vous avez été assez nombreux, une 60aine, ce qui est complètement le double de l'audience habituelle. Donc ça, c'est très, très bien. Et ensuite, je trouve qu'on se concentre bien sur la présentation et que les questions sont claires et facilement posées. Peut-être qu'il y a encore eu quelques timides, mais les timides peuvent écrire et cela permet de faire un vrai débat, peut-être aussi bien que dans la salle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. C'est vrai qu'on a des audiences de 60 personnes. L'autre jour, j'ai fait une conférence avec 100 personnes. C'est vrai qu'on n'a jamais touché autant de personnes en même temps. Et pour moi, ça remplace tout à fait la séance plénière, je dirais, sur site, où on n'a pas plus de 20 personnes dans la salle. Et on n'aurait même pas la salle pour le mettre 60, de toute façon. Ça n'obère absolument pas la discussion, on l'a vu, qui est tout à fait interactive et profitable. Donc, il y avait un intérêt dans la salle, c'est que les laboratoires faisaient un apéritif qu'on ne peut pas faire là, mais c'est interdit maintenant. Alors, on perd là, on mange à la maison, donc c'est mieux. Tu peux boire aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas branché leur caméra, je vois. Et Philippe, j'en profite pour te dire que si tu souhaites davantage de sujets pédiatriques, moi j'ai des dizaines de sujets possibles à traiter et je le referai avec plaisir si tu me le demandes. Je vois que Yann Lefebvre veut nous poser une question, mais juste avant, le but, pour répondre à ta question, c'est non seulement de regrouper la plupart de ceux qui sont intéressés. Je n'ai pas les mails des desks de 3 et 4e année, j'avais que ceux de 1re et 2e année, donc je pense que par le bouche à oreille, ça pourra peut-être fonctionner. Oui, et l'idée, c'est aussi d'étendre ces conférences à tous nos universitaires qui voudraient en faire. C'est-à-dire, on écrira aux différents chefs de service et chacun peut proposer une conférence dans l'année, de pédiatrie comme adulte. Et je pense qu'on peut faire un beau programme à l'année comme ça. Yann, tu voulais parler? Oui, je voulais remercier toute l'équipe de Toulouse et Franck en particulier de nous avoir conviés avec nos internes à cette réunion. C'était très enrichissant et c'est très sympathique. Merci beaucoup. Et la qualité était bonne? Vous avez eu une bonne image? Pour moi, excellente. Bon. Mais je peux t'envoyer donc le film pour ceux qui n'auraient pas pu le voir.
Et puis, Avec plaisir. c'est un petit peu interactif, c'est bien. Et ça, si nous continuons comme ça fera une série de conférences. À Toulouse, ça fait 40 ans que l'on fait 20 conférences par an. Et si j'avais réussi à garder le fil de chacune de ces conférences, ça serait vraiment une bibliothèque intéressante, même les plus anciennes, parce qu'on aurait les anciennes idées qu'on pourrait comparer à celles d'aujourd'hui. Découvrir aussi que beaucoup de ce qu'on dit aujourd'hui, on le disait déjà il y a longtemps, ça compte. Ce n'est pas nul. Et puis, ce serait très intéressant d'avoir cette bibliothèque. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer. On peut commencer aujourd'hui grâce à ces moyens techniques. Super, encore merci. Plus de questions, plus personne ne veut prendre la parole. Une dernière question, Monsieur Chéron. On t'écoute. Bon, ici au CHU Sainte-Justine à Montréal, c'est l'hôpital pédiatrique côté francophone de Montréal. Donc, on a les patients, on les voit jusqu'à 18 ans. Parfois, on se trouve avec des patients à 15, 16 et 17 ans qui ont un valgus important, donc des genoux valgomes, et qui viennent pour un LCA comme rupturé. Ma question, c'est quand qu'il faut adresser leur genou valgome avant d'aller reconstruire leur LCA, et est-ce que ça a une importance tellement importante pour le faire, ou on peut juste, si c'est un genou valgome comme léger, on le laisse et on gère notre LCA, ou est-ce qu'il faut, quand on a les moyens comme de gérer le valgome avant d'aller faire la reconstruction, peut-être pour nous protéger pour leur futur? Moi, je peux te répondre pour l'aspect, pour la partie pédiatrique. En tout cas, Nabi, on a la chance de pouvoir régler ces problèmes d'axe de manière assez simple avec l'épiphysiodèse et avec la technique de météso, vissage percutané. Ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire en même temps que la reconstruction du LCA. Maintenant, quant à ta question de à partir de quand, je suppose que tu veux une valeur en degrés. Peut-être, Étienne, tu veux répondre à ça. À partir de combien de valgus, c'est souvent fémoral, à partir de combien de temps tu vas considérer l'ostéotomie? C'est quand même un problème qui est assez peu fréquent. Et puis, il y a deux entités qu'il faut séparer. Donc, je ne suis pas sûr je suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce que vous parlez de valgus dynamique, c'est-à-dire quand on voit des patients qui sautent, qui redescendent et qui ont un valgus dynamique, ou est-ce que c'est un valgus mesuré sur un examen EOS, une télémétrie avec une vraie déformation axiale? Ce sont deux problèmes différents. Un valgus fonctionnel ne va pas nécessiter une ostéotomie, alors qu'un valgus osseux, ou en tout cas mesuré sur une télémétrie, peut en nécessiter une. Moi, j'ai très peu d'expérience de chirurgie combinée fémorale et reconstruction du LCA. On a quelques exemples d'ostéotomie tibiale avec une plastie du LCA, mais pour des cas de genou varum. Et je pense qu'assez souvent, le genou valgome, il est quand même fonctionnel. Et là, avant d'aller faire une ostéotomie, je pense qu'il faut bien vérifier les axes et surtout bien leur faire travailler le moyen fessier qui leur permettra d'avoir moins de valgus fonctionnel. Merci. C'était, je parlais du valgus qui est comme statique, valgus sur EOS. C'était ça ma question. Merci, Étienne. Merci, M. Akadbled. Avec plaisir, Nabi. C'est bien. Alors, on te remercie encore une fois, Franck. C'était vraiment très, très bien. Et je pense que ça va donner le goût à tout le monde de continuer ces conférences. Je vous rappelle que la prochaine, c'est toujours sur le même sujet. Ça se suit. On a de la suite dans les idées. Mais c'est chez l'adulte par Étienne Cavaignac à la même heure et avec le même code d'entrée. Parce que j'ai créé une série de conférences qui ont toutes le même code. Donc, il suffit de refaire le même code et vous retombez à la même heure sur la conférence avec un sujet suivant. Je vous dis au revoir à tous et merci pour votre participation. Si ça vous a plu, faites savoir autour de vous que c'est intéressant et essayons d'être le plus nombreux possible. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci.